nous vous emmenons à la découverte de l'une des plus belles îles françaises, La Réunion. Nous partirons en mer à la recherche des baleines. Nous découvrirons la pêche sportive. Nous verrons que La Réunion offre à ses visiteurs des espaces de liberté qui font la renommée de ses sentiers de randonnée. Nous prendrons de l'altitude avec le premier parapentiste de l'île. Le survol du volcan est incontournable. Enfin, nous survolerons l'île en ULM. L'histoire de La Réunion a commencé avec l'arrivée de ses premiers habitants. L'histoire de La Réunion commence au XVIIe siècle, et avec notamment l'arrivée des premiers habitants. 1663, arrivée des 2 premiers blancs. 1665, début officiel de la colonisation avec la Compagnie des Indes. Et puis, pendant plus d'un siècle, l'histoire de la Compagnie des Indes, jusqu'en 1767, où là, l'esclavage va se développer, où la population va augmenter considérablement pendant cette période, qui est la période du café. Et par la suite, la période royale, puis la période révolutionnaire qui nous mène jusqu'en 1848, où là aussi l'esclavage continue à se développer. Et au 19e siècle, eh bien, les paysages de La Réunion se transforment, puisque les champs de café sont remplacés par des champs de canne à sucre. Les cirques, Mafate, Elbourg, Salazie, Sillaos sont des lieux emblématiques pour La Réunion, des lieux très forts, puisque ce sont dans ces cirques que se cachaient les esclaves pour avoir leur liberté. Ce sont ce qu'on appelle les marrons. Et ils étaient ensuite poursuivis par des chasseurs de marrons qui allaient au fusil, les tirer, les tuer, ramener parfois une main pour toucher ce qu'on appelle la prime de marronnage, qui était vraiment une horreur de l'époque coloniale. Depuis, les choses ont changé. L'île attire de plus en plus de touristes. Certains y tentent de nouvelles aventures et développent des activités au plus proche de la nature. Les cirques sont des stars devenus des lieux de randonnée de renommée mondiale. Le cirque de Mafate est l'un des sites idéaux pour la randonnée, véritable balade sportive qu'il est préférable de faire accompagner d'un guide comme Patrick. Objectif de la randonnée du jour, l'Îlet-la-Nouvelle. Ici, en fait, on est coincé entre le massif du Gros Morne, Piton des Neiges, qui culmine à 3070 mètres. Ça, c'est juste derrière nous. En face de nous, on a le Grand Bénard, et le Grand Bénard, lui, culmine aussi à 3000 mètres. Et le petit village qu'on voit au pied, qui s'appelle Marlin, lui, qui est le plus haut village du cirque, est perché à 1600 mètres. Donc, les falaises qu'on voit tout autour font environ entre 800 à 1300 mètres de hauteur. Donc, c'est vraiment des remparts qui sont à pic, vertigineux, et qui font la particularité et la richesse du relief de La Réunion. Et donc Mafate qu'on voit sur notre droite est un cirque très particulier, et il a la particularité d'être inaccessible en voiture. La seule route qui y mène s'arrête ici, et à partir de là, on chausse nos baskets et on va donc plonger dans le cirque de Mafate. Voilà, bon, on va partir pour le village de La Nouvelle. À peu près 1h30, 2 heures de marche maximum sur un chemin assez facile. Ça descend bien, ensuite on va traverser un grand plateau avec des arbres endémiques qui sont superbes, qui sont les tamarins. Et ensuite, une deuxième petite bosse où on arrivera directement sur le village. On a ici un exemple assez sympathique et pédagogique d'un arbre emblématique de La Réunion qui est le grand tamarin des Hauts, endémique, et qui a une particularité, c'est que ses feuilles sont différentes suivant son âge. C'est-à-dire que quand il a des feuilles juvéniles, elles sont dites
composées, c'est-à-dire qu'elles sont composées d'une multitude de folioles. Donc voilà qu'on voit bien ici, hein. Tout ça est une feuille et toutes ces petites annexes sont des folioles. Donc elles naissent comme ça et au fur et à mesure de l'avancée en âge de l'arbre, eh bien la partie de base qui est le pétiole ici va commencer à s'élargir pour repousser cette partie en foliole vers le bout. Et de plus en plus, elle va s'élargir pour terminer sur une feuille adulte qui aura uniquement que cette forme-là. Et donc ça, c'est destiné au départ à récupérer un maximum de lumière quand ils sont petits. Et ensuite, pourquoi ça change en feuille de lame de couteau de cette forme-là? C'est pour que la lumière puisse pénétrer jusqu'au cœur de l'arbre et améliorer tout le phénomène de photosynthèse. Voilà, alors ici on arrive sur le village de La Nouvelle, qui est juste au pied de nous, qui est sur le petit plateau sur lequel on va faire étape. Et juste en face, de l'autre côté, on a le village de Rocheplate, donc lui qui est séparé par un immense précipice de 700 mètres de profond. Et il s'appelle Rocheplate parce que juste à côté on a une grande maison, on a une grande montagne comme coupée, qui était assez stratégique au temps de l'esclavage et où les personnes qui étaient là pouvaient superviser les arrivées des chasseurs qui étaient à leur trousse et ils pouvaient surveiller toutes les entrées, qu'on rentre par Saint-Paul, par Sillaos, par le Maïdo, hein, il y a un sentier qui descend depuis la faille en face, ou de Salazie. Et malgré ça, malgré la surveillance, eh bien un jour, le dénommé Bronchard a quand même réussi à percer leur défense et est venu faire une grosse collecte d'esclaves ici. Donc voilà. Et ils ont quand même donné le nom de la montagne Bronchard, du nom du chasseur. C'est arrivé à L'Islet-la-Nouvelle que cette randonnée avec Patrick s'achève. L'océan Indien percute en permanence l'île de la Réunion. Née de l'irruption du piton des neiges et du piton de la fournaise, elle lutte en permanence pour rester immergée à 4000 mètres du fond de l'océan. Si le premier est éteint, heureusement le piton de la fournaise est très actif, sans doute l'un des 3 plus actifs de la planète. Pas une année ne passe sans qu'il ne relâche quelques milliers de tonnes de lave qui pour la plupart viennent se jeter dans l'océan. À lui seul, le piton de la fournaise draine des centaines de milliers de touristes qui viennent y faire des randonnées dans un paysage lunaire. Un autre univers. Comment imaginer dans ce monde minéral qu'à seulement 1 heure de route, il est possible de se baigner dans une eau turquoise? La mer cette mer de l'océan Indien a été la porte d'entrée des Réunionnais. Il n'y avait personne sur cette île au départ, avant 1663. La mer, aujourd'hui, reste pour le Réunionnais vraiment un problème, une interrogation intérieure, puisque nos ancêtres sont arrivés enchaînés sur ces navires. Hein, et la mer reste aussi celle qui nourrit avec la pêche, ça pose un problème intérieur à la Réunion. Et c'est vrai que pendant toute la période de la colonisation, des milliers de travailleurs sont arrivés par cet océan Indien. Ils sont toujours des milliers à arriver sur l'île chaque année, mais pour d'autres raisons. C'est sans doute là l'un des secrets du succès de l'île. En quelques minutes, il est possible de changer de monde. L'un des hauts lieux de villégiature est Saint-Gilles, à quelques kilomètres au sud du chef-lieu Saint-Denis. C'est du port de Saint-Gilles que partent la plupart des excursions en mer.
Ce matin-là, Marc Lagadec accompagne un petit groupe de voyageurs curieux de vivre l'expérience de la pêche sportive. Il s'agit donc d'une première fois. Cette pêche respecte les règles précises. La première est de relâcher le poisson le plus souvent possible. La journée commence normalement à 7 h du matin et on a deux solutions. Soit partir en demi-journée de 7 h à midi, midi et demi, soit partir en journée complète de 7 h à 17 h. Dès la sortie du port, on peut mettre le matériel en route, c'est-à-dire qu'on peut se mettre en pêche. Parce que l'avantage de l'île, c'est d'être un point dans l'océan. Et les gros poissons que nous essayons d'attraper viennent très près des côtes. Donc on ne perd pas de temps en voyage aller ou retour. Et toute la sortie est vouée à la pêche. Et on vise pratiquement toutes les grandes espèces de poissons de sport. Ça va de la bonite au marlin, en passant par la dorade coryphène, mais enfin avec un panel de poissons assez large. Donc deux règles importantes à la pêche. La première, dès qu'il y a un poisson qui a mordu, plus jamais de mou dans la ligne. On doit toujours être au contact du poisson. La deuxième règle, dès que le poisson tire, nous on ne tire plus. On le laisse tirer, qu'il aille se fatiguer. Parce que si lui tire dans un sens, nous dans l'autre, l'hameçon il bouge, il arrache toute la gueule et ça se déchire. Donc le principe, le poisson il arrive, il mord, ça déroule. Tout le temps que ça déroule, on laisse partir et on attend. À un moment, le poisson va en avoir marre de tirer, ça va ralentir. Dès que ça ralentit, que ça arrête de dérouler, je lève la canne. Je lève, je lève, je lève, je lève. Tout ce que j'ai levé, je vais le ranger dans le moulinet. Je descends la canne et je mouline. Je relève mon poisson, je mouline et je descends. Il arrive parfois, lorsque la prise pèse plusieurs dizaines de kilos, que le combat entre l'homme et l'animal dure plusieurs heures. Les conseils techniques enregistrés, il ne reste plus qu'à les appliquer. Encore faut-il que les poissons soient au rendez-vous, et là, rien ni personne ne peut le garantir. Mon père était pêcheur, il m'a transmis le virus. Et depuis, il ne me quitte plus, quoi. En tant que femme, c'est absolument pas difficile de se faire accepter. J'ai jamais eu aucun souci, même si effectivement la majorité de pêcheurs sont des hommes. Il n'y a vraiment aucun souci. À partir du moment où on a la même passion, on arrive à la partager, ça se passe très très bien. Première qualité du pêcheur, la patience. Il y aura eu quelques touches, beaucoup d'espoir, mais aucun poisson ne s'est laissé prendre. C'est aussi cela la pêche sportive. Accepter de rentrer bredouille. On n'est pas déçus, c'est ça la pêche. C'est l'un ou l'autre. Aujourd'hui, on n'a pas eu de chance. Ma foi, Prochaine, pas de soucis. bon courage. Bonne journée, bon appétit. Au revoir madame. On reviendra. Bon séjour à vous. Merci. Au revoir, monsieur. Nous sommes toujours au port de Saint-Gilles. Une autre expédition en mer se prépare. Elle est organisée par l'association Globis, le groupe local d'observation et d'identification des cétacés. Créée en 2001, elle a pour vocation l'étude et la protection de ces animaux. Comme pour la pêche, au menu patience et sens de l'observation sont nécessaires pour atteindre le but de la matinée. Trouver et recenser des baleines. Ben voilà, tout est prêt, on peut partir en mer. Donc là, nous sommes dans le local de l'association, au sein de la réserve naturelle marine de la Réunion, qui a la gentillesse de nous accueillir. Donc l'association Globis fête ses 10 ans cette année. C'est une association à l'origine vraiment de passionnés de cétacés qui a grandi au fur et à mesure des années. Et nos missions sont de 3 types. On a une mission d'ordre scientifique, donc on mène des études de conservation sur les cétacés. La deuxième mission, c'est une mission de sensibilisation, comme ce qu'on va faire tout à l'heure sur l'eau.
Donc sensibiliser un maximum de public réunionnais à la conservation des cétacés. Et puis la troisième mission, c'est la coordination du réseau échouage. Donc en cas d'échouage de cétacés, c'est coordonner les interventions pour essayer de sauver les animaux s'ils sont encore vivants ou essayer de déterminer la cause de leur mort. Les balades découvertes avec le grand public permettent donc de récolter des fonds pour financer toutes ces recherches. Elles ont aussi pour vocation la sensibilisation auprès des jeunes, comme ce sera le cas aujourd'hui avec des scolaires. Donc je me présente, je suis Laurent de l'association Globi, je vais vous accompagner pendant toute la sortie. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions sur les dauphins ou les baleines. Là j'ai des fiches que je peux vous laisser si vous voulez voir les différentes espèces. Voilà. Et donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Alors normalement on ne devrait pas avoir de requins. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions pendant cette sortie. J'espère qu'on va avoir des baleines. Ouais, t'as déjà vu des baleines? Ouais. Ok. Donc en fait, la sortie d'aujourd'hui va répondre à deux objectifs. À la fois la sensibilisation des élèves. Ça s'inscrit dans un projet sur l'année. Donc en fait, là, c'est la première fois que je les rencontre aujourd'hui. Mais je repasserai après dans la classe où je leur diffuserai un PowerPoint pour revoir un petit peu ce qu'on a vu en sortie. Et puis leur enseignant donc, est membre de l'association. Et donc en fait tout au long de l'année va leur apporter des informations et les sensibiliser. Et puis le deuxième objectif, en fait on a un partenariat avec Croisières et Découvertes, la société donc, qui gère Grand Bleu, Catananas, Dauphin Safari. Et donc chaque jour, des membres de l'association peuvent embarquer à bord des bateaux pour collecter des données scientifiques pour permettre de nourrir les différents programmes. Donc normalement vous pouvez voir un souffle de très très loin, d'accord? Donc il faut regarder partout. Je compte sur vous. Ça va. Donc dans les eaux de la Réunion, on va avoir principalement des baleines à bosse. Donc à 99,9%, ce sont les baleines à bosse qui viennent pour la reproduction. Donc aussi bien pour mettre bas que pour s'accoupler entre mâles et femelles. Et puis vraiment rarement, on peut avoir des baleines franches qui peuvent venir également mettre bas à la Réunion. Et c'est vraiment là, ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu de baleines franches qui sont venues. Donc c'est essentiellement les baleines à bosse. Je me suis aperçue que mes élèves avaient des connaissances un petit peu disparates. Ils savaient qu'il y avait des animaux qui venaient ici en mer, mais ils ne les connaissaient pas, ils ne savaient pas les nommer. Et donc, moi étant déjà bénévole à Globis et étant sensibilisée, je me suis dit ça serait peut-être l'occasion de les sensibiliser. Donc, pour amener les enfants à pouvoir acquérir des compétences sur les baleines et les dauphins, je me suis dit que la première chose à faire, c'était qu'ils aient une rencontre avec ces animaux. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, le point de départ du projet, c'est une sortie en mer pour pouvoir observer les dauphins. Là, ce matin, on a eu beaucoup de chance. Il y a eu les lombecs, les dauphins Nencus, et on a eu la grande chance de voir les baleines à bosse. Donc, à partir de là, on va travailler en production d'écrits, en lecture, pour les amener à comprendre un petit peu qu'ils ont un océan très riche et qu'il faut protéger les mammifères qui viennent et qui vivent ici. Après ces 3 heures en mer, à la recherche des mammifères marins, les élèves ont un petit coup de barre.
Heureusement, le port de Saint-Gilles n'est plus qu'à quelques encablures. Depuis 1986, un moratoire sur la chasse à la baleine est rentré en vigueur. Donc ça fait maintenant 25 ans que les baleines sont protégées. Et les populations en ont bénéficié. On a des effectifs qui sont quand même en nette augmentation. Quand le moratoire est rentré en vigueur en 1986, la baleine était classée en danger d'extinction. Après, elle est passée vulnérable. Et maintenant, elle est en préoccupation mineure. Donc ça veut dire que vraiment, il y a du mieux. Donc il faut poursuivre l'effort pour protéger les baleines à bosse. Et même si les populations sont en augmentation, il faut continuer à promouvoir la charte et à promouvoir un tourisme responsable qui respecte les animaux dans leur milieu. La richesse et la diversité des fonds marins réunionnais ne sont plus à démontrer. Toute la chaîne alimentaire, si elle est respectée, permettra aux grands mammifères marins de continuer de les fréquenter et de s'y reproduire. Le travail des associations comme Globis et de ses bénévoles, ainsi que la sensibilisation des populations, devrait aider à y parvenir. Nous quittons le littoral réunionnais pour gagner les hauteurs. De nombreux randonneurs apprécient de plus en plus de poser leur sac à dos dans des gîtes d'étape proches de la nature. Depuis plusieurs années, des passionnés comme Géraldine répondent à cette attente et proposent des nuitées en lodge. Ici, le lodge Village Nature est au cœur de 15 000 m² de forêt tropicale. Une forêt qui est le véritable écrin dans lequel le lodge a été bâti selon des règles bien précises. Le lodge est né en 1998 avec un premier lodge. Nous voulions faire un gîte de France. Et puis en 1999, on a créé un deuxième lodge. Et puis après est venue progressivement la suite. Et au jour d'aujourd'hui, nous disposons de 16 lodges individuels et puis 3 chambres romantiques. L'établissement a été créé en totale harmonie avec la nature. Aucun engin ni tractopelle sont venus pour la construction des lodges. Ils ont été construits, tout le bois a été apporté à dos d'hommes pour éviter de dénaturer le cadre de cet établissement. Donc là, nous arrivons sur les chambres romantiques, dont la particularité, c'est qu'elles disposent du lit à baldaquin, le sol en ardoise. Et puis la salle de bain, la particularité, c'est qu'elle dispose de la baignoire en granit. Elle a également une douche à l'italienne en ardoise. Et puis le bois, la planche construite avec du bois de tamarin, qui est un bois local, qu'on appelle aussi dans le jargon réunionnais le bois caca, puisqu'il a une mauvaise odeur. Donc la particularité également de ces chambres romantiques, c'est qu'elles disposent de 2 petites terrasses, une petite terrasse de repos, et puis la particularité de Village Nature, c'est d'avoir également le jacuzzi pour le plus grand bonheur des amoureux, mais également des randonneurs qui aiment bien profiter d'un petit moment de détente après une bonne marche dans nos sites magnifiques réunionnais. Nous arrivons dans l'antre de Village Nature, le spa. Donc on va gonger. C'est le... On gongue 2 fois pour qu'on puisse venir nous accueillir. Là, nous sommes dans les salles de massage et d'enveloppement où Dorine, la praticienne, est en train de faire une petite caresse ayurvédique qui fait partie d'une partie des soins que nous pouvons proposer au niveau du spa Body Harmony. Voilà, nous travaillons
à base des huiles essentielles, fabrication certifiée bio, comme les produits naturels que nous utilisons dans les différentes chambres que nous disposons. Le lodge est une étape, je dirais, incontournable de la Réunion et c'est un établissement qui est totalement atypique, perché entre mer et montagne. Donc la clientèle qui vient, on fait partie souvent d'une étape. Les gens ne restent pas sur des longs séjours dans notre établissement, mais quand ils sont ici, ils sont ravis de passer un moment agréable, vraiment en pleine nature. Perché dans des arbres, et c'est un établissement unique à La Réunion. Il n'y a pas deux établissements qui se ressemblent, qui peuvent ressembler à celui-ci, quoi. Donc, vraiment construire en harmonie avec la nature. Vivre en harmonie avec la nature, c'est ce que souhaitent faire de plus en plus de voyageurs, à la fois durant leurs activités, mais aussi pour leurs moments de repos. La Réunion a la réputation d'offrir à ses visiteurs des sensations fortes, en mer, sur terre et dans les airs. Il a fallu attendre avant que le parapente soit développé à La Réunion. Pour parler de cette discipline aérienne, le premier parapentiste réunionnais nous a donné rendez-vous sur son spot préféré. Le parapente est l'un des moyens de voler les plus spectaculaires. Et là, on est sur la côte ouest de La Réunion, c'est-à-dire la côte où il y a très peu de vent, où ça vole le plus souvent. Le parapente est venu sur Saint-Leu par rapport à des gars qui ont essayé un petit peu en métropole. Après, c'est arrivé, on va dire, à partir de 84, 82, ils ont commencé à faire des essais en montagne, c'est-à-dire dans les cirques, à la plaine des Palmis. Et après, ils ont commencé à voler sur Saint-Leu même à partir de, on va dire, 89, 88. Donc moi, j'ai vu les premiers finalement passer sur ma case. J'habite à Colimaçon. Hein. Je me suis dit, alors c'est des extraterrestres, hein, c'est sûr que c'est des extraterrestres. J'ai été voir un petit peu au décollage, un petit peu à l'atterrissage. Après, je me suis dit, pourquoi pas essayer. Et depuis, j'ai essayé, je suis dedans. Maintenant, c'est une passion, c'est mon boulot. Et voilà, ça fait presque 20 ans que je fais ça. Aïe, aïe, aïe. Attention le doigt, la main, les cheveux, les pieds. Voilà, on est au décollage de 800 mètres. Idriss, la forme? Voilà. C'est la même chose pour John, là on est au 800 mètres au niveau altitude, sinon le village même s'appelle La Chaloupe. La Chaloupe, il est ici, là. Et Colimaçon est un peu plus bas, on est à peu près à 800 mètres au niveau altitude. Tout va bien, Serge? Ça va aller. Ou viens voir un petit peu la pente ici devant. Viens voir. Ici, on va courir. Il faut rester debout et accélérer tout le temps, d'accord? D'accord. C'est Serge le prénom. Serge. Nous, notre profil, c'est un profil souple, d'accord? L'avion, lui, quand il est sur la piste, son profil est déjà en forme. Donc nous, le but, c'est de mettre notre profil en forme, c'est-à-dire gonfler notre voile, ce qu'on appelle gonfler notre voile. Et une fois que c'est gonflé, il faut accélérer comme tout ce qui décolle au sol. Il faut accélérer pour que ça décolle. Donc on reste debout, on accélère face à la brise et le poser aussi, il est face à la brise. Saint-Leu, c'est que c'est la côte où le vent il rentre le moins souvent. Parce que nous, l'ennemi du parapentiste, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait du vent. Parce que notre matériel même, il va voler une moyenne de, allez, on va dire 40, 35, 40 km/h. Ce qui veut dire que si on a 35 ou 40 km/h de face, on ne peut plus voler, on ne peut plus avancer. Ah aussi, elle déconne pas.
Nous marche tranquille, regarde les nuages, regarde les nuages. 1, 2, 3. Marche encore, marche encore. Et là, il faut rester debout. Accélère, accélère. Accélère. C'est ça, on va pas l'accélérer? Hein? Ah non, mais pour la première fois. D'accord. Mets ta haut au fond. Tu vas bien? Ouais, je suis bien. Ouais, là c'est la première fois que je vole, donc c'est sensation, mais c'est génial quoi. Donc c'est apaisant, sensation de voler quoi. Voilà, quoi, voilà, génial, génial, super, à refaire. Dans la pratique même en elle-même, il y a eu, alors, dans les années 90, il y a eu 20 parapentistes. Je suis à La Réunion à peu près. Maintenant, on est à peu près, on va dire, au niveau licencié, assurance, je pense qu'on est à peu près vers les 800, voire 1000 licenciés, plus, on va dire, tout confondu, les compétiteurs, les moniteurs, on est à peu près vers les 1000 licenciés ici. Et l'évolution, c'est que maintenant, on commence à mieux comprendre l'aérologie, à mieux comprendre, hein, pas à comprendre, à mieux comprendre. Et aussi le matériel a très bien évolué. Hein. C'est-à-dire maintenant, c'est du matériel quand même haut de gamme, performant, sécurité, c'est du bon matériel maintenant. Revenus les pieds sur terre, les parapentistes de l'île de la Réunion n'attendent qu'une chose, reprendre de la hauteur pour voir de haut la beauté de leur île. Cet homme qui se déplace pieds nus comme un randonneur n'est pas un touriste. Il est tisaneur. À La Réunion, le tisaneur est celui qui connaît les propriétés médicinales des plantes et qui s'en sert pour guérir ses patients. C'est dans ces vallées encaissées que Franz trouve son bonheur. Donc là, je vais récolter de la liane jaune. Et en fait, le métier de tisaneur n'est pas reconnu à La Réunion. Tisaneur peut être péjoratif. Hein. Aujourd'hui, je travaille donc avec la médecine, mais avec la médecine et principalement la pharmacopée ici à La Réunion. Et je suis tisaneur de père en fils. Depuis l'âge de 6 ans, je partais en forêt avec mon père. C'est pour ça que les plantes, il faut vraiment les connaître. Donc, ça fait partie de notre culture. À l'époque de mon père, ils étaient une vingtaine de tisaneurs. Je suis le seul à emporter donc à rentrer dans cette forêt ici à l'entre-deux. Ben, tisaneur peut être péjoratif pour nous à La Réunion parce que tisaneur veut dire que je vais te donner une tisane pour te faire du mal. Mais aujourd'hui, avec les tradipraticiens, donc avec les laboratoires que je travaille, ils m'appellent tradipraticien parce que c'est surtout la connaissance des plantes et surtout la connaissance des plantes à l'intérieur du milieu forestier. Parce qu'on peut avoir aussi des plantes poisons, des plantes toxiques. Un vrai tisaneur doit savoir expliquer aussi pourquoi utiliser la plante, comment on l'utilise, en fonction aussi des médicaments que les gens prennent. Et là, je coupe la liane jaune. Donc la liane jaune, vous avez, il y en a deux. Et généralement, elle, même si on la coupe au niveau de la racine, elle repose. Donc je me permets de la couper là, donc elle porte très bien son nom. Tout à l'heure, vous allez voir comment je la prépare. Donc, parce que là, je la récupère elle. Mais après, il faudra la nettoyer pour pouvoir prendre cette liane principalement.
Celle-là, le pâte de poule à parfum. Donc, pâte de poule chez nous, la feuille est comme la pâte d'un poulet. On en a 4 variétés, dont un est toxique à La Réunion. Celui-là, on l'écrase, il sent très bon. Lui, il arrête les tout sèches, les tout grasses principalement. Donc, on le taille ici, automatiquement, il va rebourgeonner. Donc, toujours laisser un bourgeon avec. Même si on est en plein milieu forestier, c'est une plante assez répandue. Et toujours laisser un bourgeon. Qu'est-ce que tu fais là? Là, je monte sur un autre arbre pour pouvoir récupérer les feuilles d'un autre pâte de poule. Donc celui-là. Lui, il est utilisé à La Réunion contre tout ce qui est forme de douleur. Je suis habitué de marcher pieds nus, donc je suis quelqu'un qui marche pieds nus en permanence. Marcher pieds nus, c'est pour pouvoir permettre déjà de pouvoir grimper aux arbres. Si à chaque fois monter sur un arbre, il faut retirer les chaussures. Donc... Mais c'est aussi une question d'habitude. Là, principalement, donc, on va hacher les plantes et les faire sécher. Principalement, donc, tout ce qui est feuillage, il est préférable de les faire sécher au soleil. À l'ombre. Sécher principalement à l'ombre. Mais là, il faut séparer déjà les plantes. Parce qu'il y a certaines plantes qu'on ne peut pas associer avec, quoi. Vous avez des douleurs, principalement? Ouais. Vous n'avez pas d'acide urique? Non. Pas de la goutte, pas de cholestérol? Non. Pas de cholestérol, pas de la goutte. C'est l'arthrose, je sais pas. Oui, ça provient principalement des douleurs articulaires. Donc, le bois Jacques Marron. Donc c'est un bois qui vient de la forêt principalement. Il traite tout ce qui est l'arthrose chronique, la tendinite, le sciatique, l'arthrite, les douleurs articulaires. Et en plus, c'est un anti-inflammatoire naturel. Ouais, et c'est marqué dessus, donc 6 morceaux pour 1 litre d'eau. Ouais. En réalité, je dis aux gens donc, de mettre 6 morceaux pour 1,5 litre. Oui. Et vous réduisez à obtenir 1 litre. Essayez de boire 1 litre dans la journée. Ouais. Voilà. Ça, okay. 15 €. Là, je suis en train de tamiser donc, le marc de tisane parce qu'il y a une partie qui va partir. On va, le plus fin, on le met à macérer sur le rhum. Et là où il faut faire attention donc, à La Réunion, c'est que sur les marchés forains, souvent, on a des gens qui se disent tisaneurs. Et dans la plupart des cas, ils vendent n'importe quoi. Donc, c'est vrai que c'est un retour aux sources au niveau des plantes médicinales de La Réunion aujourd'hui. Et les gens ont tendance à vendre un peu n'importe quoi en disant qu'ils connaissent les plantes. Dans la plupart des cas, ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de vendre. Quoi. On a tisaneur et tisaneur. Donc, pour moi, donc, que le métier de tisaneur soit reconnu, c'est bien. Donc, comme j'ai souvent dit, de toute façon, aujourd'hui, travailler avec la pharmacopée et que la pharmacopée de Lille, en collaboration donc, avec la pharmacopée française, veut que les choses avancent, ce serait une bonne chose pour nous. C'est une aubaine pour nous d'ailleurs. France Le Doyen, profession tisaneur, valorise la flore et les traditions de son île. À La Réunion, il y a de magnifiques paysages, inaccessibles avec les moyens terrestres. Seul un survol permet de les admirer. Cette fois, c'est à bord d'un ultra-léger motorisé que nous embarquerons. Nous le ferons avec Serge, un pilote chevronné qui est tombé amoureux de La Réunion. J'ai appris à piloter il y a bientôt 30 ans. C'était à Aix-en-Provence. J'ai fait du planeur également, un petit peu d'avion. Puis quand le mouvement ULM s'est bien développé en 86, je me suis lancé dans l'ULM et depuis je bosse dans l'ULM. Ça fait 20 ans que je suis à La Réunion et c'est vrai qu'on a un terrain de jeu formidable, c'est vraiment super. La Réunion est une île... une petite île, mais en même temps, il y a beaucoup de diversité de paysages. Prenons donc de la hauteur. Direction les cirques, avec pour objectif d'atteindre le volcan.
une trentaine de minutes de vol, l'ULM survole les cratères du Piton de la Fournaise qui culmine à 2632 mètres. On a un volcan à La Réunion qui est un des volcans les plus actifs au monde. On a en moyenne depuis exactement 98, 2 à 3 éruptions par an. Alors c'est vraiment génial parce qu'on a des éruptions vraiment très différentes qui peuvent durer de quelques heures à 5 semaines pour la plus grande. Même je crois qu'il y en a une qui a duré plus de 6 mois, mais bon, c'était par intermittence en 98. Donc c'est vraiment très actif. Et puis surtout, en 2007, le cratère s'est effondré. Donc le visage du volcan a complètement changé de forme, quoi. Donc c'est un gros effondrement suite à une forte éruption qui a eu lieu très très bas dans l'enclos et qui a vidé la chambre de magma et donc le cratère principal s'est effondré sur lui-même. À La Réunion, on a un superbe lagon qui n'est pas le lagon de Mayotte ou de Maurice, loin de là, mais un très très beau lagon quand même, mais uniquement sur la côte ouest. Et à l'époque des baleines, c'est-à-dire pendant l'hiver austral, on voit des baleines, on peut voir des baleines quasiment tous les jours et c'est vraiment très très beau. Avant de rentrer, un survol du port de Saint-Gilles. Les airs, l'océan et la forêt offrent autant de visages différents de la Réunion. La forêt réunionnaise offre encore quelques espaces vierges où l'homme n'a jamais mis les pieds et qui appartiennent au patrimoine mondial. Voici Anne-Margaret qui valorise la nature à sa façon. Moi, je suis styliste des odeurs, autrement dit parfumeur, mais je préfère utiliser le terme de styliste des odeurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une styliste des odeurs? Eh bien, je vais, avec mon orgue à parfum, qui se trouve dans cette petite valise rouge, qui est composée d'huile essentielle, eh bien, je vais, à la demande, réaliser des parfums sur mesure. Toujours courbé dans tes champs. Oui, toujours, oui. Ils sont magnifiques, hein. Donc là, nous sommes sur la propriété de Bernard. Nous sommes dans le sud de l'île de la Réunion, dans les Hauts-de-Saint-Joseph. Nous sommes à peu près à une haute altitude de 1200 mètres d'altitude, où nous cultivons donc le géranium ici. Alors, comment est-ce que ça se passe pour la cuite du géranium? En fait, donc, vous avez ici donc, la plante de géranium. Tu as la partie haute et la fleur. Alors, il est vraiment différent du géranium de métropole, hein. On a une toute petite fleur qui n'est pas si odorante que ça. En fait, ce qui va nous intéresser dans cette particularité de plante de géranium, le géranium rosa, eh bien, c'est les plantes, les feuilles. Parce que ici, sur la tige, là et sous la feuille, on a un petit duvet. Et c'est ce petit duvet qui contient les molécules odorantes, donc l'huile essentielle de géranium. Super. Tu disais qu'il fallait remettre du bois? Oui, on va remettre du bois. Là, je te laisse remettre du bois dans le four. Parce que c'est important pour la cuite du géranium d'avoir un foyer assez riche pour que nous puissions avoir un joli filet d'huile essentielle. Alors, comment ça se passe, en fait, une distillation? C'est que là, on a une grande marmite. Donc, c'est sous le même principe que la cocotte minute, dans laquelle on va mettre les plants de géranium. Donc, toute la partie haute de la plante que l'on va mettre dans la marmite jusqu'à ras-bord. Il y a un petit peu d'eau qu'il y a dans le fond en fait, de la marmite, ce qui va permettre la cuite. Ensuite, c'est un simple procédé d'entraînement à la vapeur qui va être généré donc, par le feu. On va avoir donc le géranium qui va cuire, la vapeur qui va s'introduire dans le col de cygne, en haut donc, de la marmite, et qui va ressortir derrière. Donc, il faut bien savoir que pour que le géranium cuise très bien et qu'il puisse avoir un très bon rendu au niveau du fumé,
eh bien, il faut que le chapeau soit hermétiquement fermé. Et à partir du moment où on aura fermé la marmite, le couvercle de la marmite, donc c'est comme la cocotte minute, il faut attendre que ça cuise avant d'ouvrir. Alors, où est-ce que l'on est? Waouh, superbe. On voit bien là, on voit bien ici l'huile essentielle qui se différencie de l'eau. Donc les parties un peu brunâtres, c'est effectivement les gouttelettes d'huile essentielle. Donc en fait, ça c'est le bac réfrigéré où la vapeur d'eau en fait va à nouveau se liquéfier et va donc se transformer en eau. Donc ici, on va avoir le résultat de l'eau plus l'huile essentielle qui va donc descendre dans l'essentiel. Donc on a mis une bouteille, mais le cul de la bouteille est cassé, qui va permettre en fait à l'eau, donc qui va s'écouler ici, de pousser l'huile essentielle. Donc là, c'est vraiment un procédé simple. L'huile essentielle étant plus légère que l'eau, eh bien, elle va remonter à la surface. Et l'eau, elle, va s'écouler par ici. Donc ce que l'on a ici, en fait, cette eau, c'est un hydrolat. L'hydrolat, c'est le résultat de la distillation qui est encore chargé de petites molécules odorantes de géranium. Et alors cet hydrolat, il est très très bon, très utilisé en cosmétique, parce qu'on peut faire de la cosmétique bio avec cet hydrolat, l'associer à des crèmes. On peut également, pour agrémenter un petit peu son quotidien et son intérieur, utiliser cet hydrolat de géranium pour lessiver les sols, pour le repassage, et donc laisser une odeur très agréable de rose délicate dans la maison. C'est vraiment une huile extraordinaire. J'aime bien quand j'achète un nouveau parfum ou que je dois avoir un nouveau parfum, changer. Donc j'aime bien des nouvelles senteurs. Bien, le but de cette première interview en fait avec ma cliente, c'est de pouvoir capter un petit peu ce qui se dégage d'elle lorsqu'elle sent une note. Parce que chaque huile essentielle, chaque senteur a un pouvoir évocateur sur chacun d'entre nous. Tel un chef d'orchestre, Anne-Margaret recompose des symphonies odorantes uniques et sur mesure pour ses clients. Une nature exceptionnelle et une histoire humaine unique ont fait la Réunion. Une culture qui s'inscrit dans un cadre exceptionnel, géographique. Cette réunion volcanique, cette réunion devenue aujourd'hui patrimoine mondial de l'UNESCO par ses paysages, ses remparts, ses cirques. Et dans ce pays merveilleux, une population qui a souffert, mais qui a su grandir et qui est aujourd'hui en train de transcender et de dépasser toutes les souffrances de l'esclavage. Et elle le partage, elle veut partager son expérience avec le monde.